Bonjour à tous et bienvenue à l'entretien de France 24. Alors que l'affaire Murdoch est en train de provoquer un séisme dans la classe politique, les médias et aussi la police britannique, quelles leçons tirer de cette affaire en France? Pour tenter de répondre à cette question, avec nous en plateau, Hervé Bourges. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes ancien patron de TF1, de France Télévisions, de RFI. Vous avez été également président du CSA, du Conseil supérieur pour l'audiovisuel. Cette affaire Murdoch présente de multiples aspects. C'est les problèmes à la fois de concentration de plusieurs médias dans les mains d'un seul homme. C'est aussi le problème de la collusion entre les journalistes et la classe politique. Mais au début, il s'agit quand même d'une affaire d'écoute illégale par des journalistes de People ou de victimes de faits divers assez sanglants. Comment expliquer ce paradoxe? La presse britannique et les médias britanniques sont à la fois montrés comme exemplaires et en même temps, ils peuvent mener au pire. Comment expliquer ce paradoxe? Il y a des journaux exemplaires en Grande-Bretagne, il y a des journaux exemplaires aux États-Unis, pays de la liberté de la presse, mais vous avez aussi ces excès, et M. Murdoch en est un bel exemple. C'est un grand prédateur qui est sur 4 continents, celui qui possède le plus de titres de journaux, qui a un chiffre d'affaires de 33 milliards de dollars cette année, et qui possède des journaux très différents. D'abord une presse trash, une presse tabloïde, et puis des journaux de qualité à côté de ça, comme The Times en Grande-Bretagne, ou comme le Wall Street Journal aux États-Unis. Mais c'est un homme qui a des convictions, des idées, qui veut se servir de sa presse, d'abord pour gagner de l'argent, et pour gagner de l'argent, il faut fouiner dans la vie des gens et sortir tout ce qu'on peut sortir au nom de la liberté de la presse. Et puis dans le même temps, c'est quand même quelqu'un qui est un grand admirateur de Madame Thatcher et de Bush. C'est un néoconservateur qui voudrait voir le monde d'une certaine manière. Il faut quand même pas oublier qu'une de ces chaînes de télévision, Fox News, est une chaîne qui n'est pas une chaîne d'information, mais une chaîne qui démolit et qui traite Obama de diable, par exemple. Est-ce que cette affaire, ou l'équivalent de cette affaire, pourrait se produire en France, à commencer par des écoutes illégales faites par des journalistes sur des people? Écoutez, on ne peut pas comparer la situation du groupe Murdoch à n'importe quel groupe français. Ce sont des nains à côté de Murdoch. Enfin, il ne faut quand même pas oublier qu'avec aujourd'hui le développement du net et la possibilité d'avoir toutes sortes d'informations vérifiées, pas vérifiées, vraies, pas vraies, informations qui veulent détruire des gens ou qui au contraire sont à leur gloire, ça c'est quelque chose qui est entré dans les mœurs. Ajouter à cela le fait que il faut faire très attention au phénomène de concentration. Ils n'ont pas fait suffisamment attention en Grande-Bretagne et aux États-Unis par rapport à Murdoch, qui a profité de sa nationalité australo-américaine pour s'établir sur tous les continents et faire de l'argent et être un génie du mal dans un univers où il y a malheureusement très peu de génie. Et qui, alors ceci étant, on ne peut pas comparer, mais il est évident qu'il faut faire très attention. Nous savons très bien qu'en France, il y a des limites. Il y a la loi qui limite les informations pour protéger la vie privée. Et je dirais que c'est une très bonne chose. Nous avons vu avec l'affaire DSK que quelquefois il y a eu des dépassements, tant en ce qui concerne la victime supposée qu'en ce qui concerne celui qui est le coupable, le présumé. Nous avons vu qu'un certain nombre de médias se lâchaient, que tous disaient un petit peu la même chose, et que au nom de la concurrence, eh bien, on allait toujours plus loin maintenant dans la vie privée des gens. Alors, il y a quand même 2 choses qui sont intéressantes. C'est par rapport à ce qui se passe en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Aux États-Unis, tout le monde s'appuie sur l'amendement de la Constitution qui dit liberté de la presse. D'ailleurs, Murdoch dit aujourd'hui, on porte atteinte à la liberté de la presse, qui est un fondement de la Constitution américaine. C'est-à-dire, au nom de la liberté de la presse, vous pouvez tenir des propos racistes, antisémites, dénoncer des gens, les traiter de tous les noms. Vous ne pouvez pas être poursuivi devant des tribunaux. En France, ce n'est pas le cas. Nous le savons bien. Nous savons par exemple que le racisme, c'est pas une opinion, mais que c'est un délit. Que l'antisémitisme, c'est pas une opinion, mais que c'est un délit. Alors, pour le moment, nous sommes tenus par cela. Et puis, nous avons quand même des lois anti-concentration, même si elles devront, avec la crise financière
et avec le développement du net, sans doute être revu. Et en tout cas, il y a aussi une chose dans laquelle on n'a pas suffisamment porté attention, c'est la déontologie. Tout le monde dit le journaliste doit respecter certaines règles. On fait sans cesse appel à la charte de 1948 qui est aujourd'hui bien dépassée par les évolutions technologiques. Et puis vous avez des gens qui savent qu'il n'y a qu'une chose qui compte pour eux, c'est faire de l'argent et pour ce faire, fouiller dans la vie des gens. Alors donc, si j'ai bien compris, les lois sur la concentration des médias et l'encadrement de la liberté de la presse en France évitent qu'il y ait ce genre de dérive. Néanmoins, un des aspects de cette affaire Murdoch aussi, c'est la collusion entre les journalistes et la classe politique à très haut niveau. Et ce genre de phénomène existe en France également. Il existe aussi. Et puis ce phénomène très, très important et considérable dans l'affaire Murdoch, c'est les écoutes téléphoniques. Quand vous entendez qu'il y a eu 4000 écoutes illégales, il y a sans doute des écoutes téléphoniques illégales en France. On écoute des gens alors qu'on ne devrait pas les écouter. Par des journalistes par des journalistes, j'en sais rien, ou par des journalistes renseignés par des gens qui, à certains endroits de l'État, ont des informations qu'ils donnent pour démolir des adversaires. Mais ça ne prend pas du tout cette ampleur. Ce qu'il faut, c'est qu'on fasse quand même très attention en France à ne pas tomber dans cette double erreur de l'atteinte à la vie privée, des écoutes qui sont inadmissibles, et puis d'une trop grande proximité avec les hommes politiques. Parce que vous avez vu ce qui est critiqué souvent quand même, cette proximité entre des journalistes et la classe politique. Elle est critiquée, mais vous savez, elle existe. Ouais. Alors, en Angleterre et aux États-Unis, ça a été quand même extraordinaire parce que M. Murdoch, qui est un néoconservateur, comme je le disais tout à l'heure, et qui soutenait certains hommes politiques, dont l'actuel Premier ministre britannique conservateur, est un homme qui a aussi aidé à la campagne électorale de Blair et aussi aux États-Unis d'un certain président. De Bill Clinton. Comment se fait-il que Murdoch n'a jamais réussi à véritablement mettre un pied en France ? Il a essayé, je crois, en 98 avec TF1. D'ailleurs, à l'époque, vous saluiez éventuellement ce rapprochement entre News Corp et TF1. Il a essayé au moment de la privatisation de TF1. Il s'est dit pourquoi pas. Mais il n'était pas le principal intéressé, puisque c'était Bouygues. Vous savez que Maxwell, à ce moment-là aussi, y a participé. Et ça intéressait Murdoch. Puis il a essayé de regarder. Et ça ne l'a finalement pas intéressé parce que c'est le monde anglo-saxon essentiellement qui l'intéressait. C'est un anti-européen. Vous savez, Murdoch est quelqu'un qui, par exemple, s'est battu auprès de Tony Blair pour qu'il n'y ait pas un référendum sur l'euro. C'est un homme qui s'est battu pour que la liberté de la presse telle qu'il la concevait ne soit atteinte par aucun texte, et notamment les problèmes de concentration. Je pense que après son audition devant les parlementaires, des décisions seront prises, et notamment qu'on arrivera peut-être à un démantèlement du groupe Murdoch, parce qu'encore une fois, c'est un prédateur et c'est quelqu'un qui fait du mal dans des pays où, par ailleurs, on prône la liberté de la presse comme étant exemplaire, ce qui est vrai pour certains journaux, nous le savons bien, mais qui ne l'est pas pour toute cette presse tabloïde notamment qui se répand et qui trouve sa place aussi en France aujourd'hui, cette presse-là. Une dernière question, Hervé Bourges. Comment se fait-il que Murdoch, aujourd'hui, il a 80 ans. Il vient d'avoir 80 ans. Comment se fait-il qu'il est encore si combatif, qu'il essaie quand même de mener encore son empire à la baguette et qu'il essaye d'ailleurs de racheter Biscayebee, qu'il a encore des projets? Pourquoi il passe pas la main? Où il a 33%. Où il a déjà 33%. Où il était donc principalement le principal animateur. Et c'est une chaîne très importante, puisque pour lui, la télévision est aussi importante que ces groupes de presse écrite qui sont extrêmement nombreux. Et il est évident que ça Pourquoi fait il passe pas la main, tout simplement? Il comptait la passer à un de ses fils. À 80 ans, c'est tard. Ça devait se faire maintenant. Vous savez, vous avez beaucoup de gens qui... regardez Kirsch qui vient de mourir et qui ressemblait peu ou prou à ce qu'était Murdoch en Allemagne, Kirsch, ou bien en Italie. Avec quelqu'un qui possède quand même des groupes de presse qui
croyait le rendre invulnérable et qui est en train de perdre pied. Berlusconi est en train de boire le bouillon après avoir eu des méthodes identiques à celles de Murdoch, même s'il n'en avait pas les capacités ni l'ampleur. Mais finalement, donc Rupert Murdoch s'est fait prendre par l'ivresse du pouvoir, il est allé trop loin. Oui, c'est l'ivresse du pouvoir, c'est le génie du mal, comme je le disais tout à l'heure, et malheureusement, nous n'avons pas dans ce domaine-là des médias de génie. Alors, attendez, c'est un peu ambigu, là, cette phrase, quand même. Je veux dire qu'on n'a pas de grands hommes capables d'imaginer le développement de grands groupes de presse, tout en veillant à ce qu'il n'y ait pas de phénomène de concentration, à ce que le pluralisme puisse exister, et puis qu'ils sachent faire la part de l'entrepreneur et de celui qui veut jouer un rôle politique. Il faut savoir aussi que nous avons en France une presse qui est intéressante, bien sûr, aussi bien régionale que nationale, mais qui est une petite presse. Le premier quotidien français, c'est Ouest France, qui tire à 800 000. Les journaux de M. Murdoch allaient de 3 millions d'exemplaires à 500, 600, 700, 800 000, et il en possédait des centaines. Ça n'a strictement rien à voir. Ceci étant, méfions-nous avec les évolutions technologiques, la crise financière et les problèmes politiques de ne pas tomber dans les erreurs de Murdoch en France. Et c'est sur cette mise en garde que nous finissons cet entretien. Merci beaucoup Hervé Bourges d'avoir répondu à notre question. Vous pouvez retrouver ce programme sur notre site internet france24.com en français, en anglais et en arabe.